Quand on lit le Pentateuque, la révélation, elle se fait parmi une population humaine Pentru că atunci când citim cartea Pentateuc, qui, Pentateucul, revelația se face în mijlocul unei populații umane, qui est dans l'errance ordinaire de l'humanité, c'est-à-dire avec ses faiblesses, ses défauts, avec ses impasses, etc. extrem de obișnuită, mediocră. Rien de ça n'est caché, quand Și même. nimic nu e ascuns. C'est une chose très importante de l'éthique du récit biblique. C'est que l'humanité convoquée à la révélation, c'est quand même l'humanité de tout un chacun. Hein? Et qui ne manque pas dès le début, avec Caïn et Abel, de connaître le meurtre, de nous apprendre que la fraternité, c'est ambivalent. Par exemple, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Caïn et Abel, mais après, vous avez les récits de Joseph et ses frères, vous avez David et Ésaü. Enfin, je veux dire, vous avez aussi bien même la sortie d'Égypte, comme il est dit dans un midrash, que virent les Hébreux, la plus humble servante ce jour-là. Ce que vit la plus humble servante ce jour-là, de la traversée de la mer Rouge, aucun des grands prophètes de l'Israël ne l'aura jamais vu. Bon, et ça n'empêche pas que... Je dois être très fatigant pour elle. Je sens ça. J'ai mal pour vous. Et donc, de se livrer aussi au culte du veau d'or, par exemple. Donc, c'est l'humaine condition qui est récitée. Il n'y a que les antisémites qui peuvent croire que c'est les traits des juifs spécifiques qui sont racontés là. C'est en fait... C'est en fait les traits de l'humanité dont les juifs participent, les hébreux participent de cette humanité et dont ils sont là la métonymie. Donc voilà, donc c'est important de penser que les récits bibliques, c'est d'abord cette chose-là. Je fais une incise qui anticipe sur la deuxième partie de mon exposé. Il y a un essayiste et historien français célèbre qui s'appelait Emmanuel Berle. Et Emmanuel Berle, c'est une anticipation sur tout à l'heure, hein, mais Emmanuel Berle disait que probablement l'humour était une spécificité, pas une exclusivité, une spécificité des Juifs et des Anglais, disait-il, parce que c'était deux peuples très très adossés à la lecture de l'Ancien Testament, comme il disait. Il n'a pas développé cette fulgurance qui lui venait, mais il me semble pouvoir supposer avec quelques vraisemblances qu'il fait allusion à ça. C'est-à-dire que quand on lit le récit biblique, si vous voulez, quand on pense à l'Iliade et l'Odyssée, dans la tradition grecque, c'est la grande littérature d'une déesse du panthéon grec qui s'appelle la Métis. C'est la déesse de la ruse. Dans l'Iliade et l'Odyssée, tous les récits les anecdotes les plus marquantes, c'est les ruses qui sont des ruses de guerre ou des ruses pour échapper. C'est comment Ulysse se fait boucher les oreilles attachées, non pas boucher les oreilles, mais attachées au mât contre les sirènes. C'est comment il arrive à duper le cyclope. Enfin, bon, vous voyez. On pourrait dire que le Pentateuque, c'est comme un inventaire, comme l'Iliade et l'Odyssée est un inventaire des ruses. Le Pentateuque, c'est un inventaire de toutes les impasses possibles de l'humanité.
inventar al tuturor formelor de șiretenie. Même David, La qui fel, est pentru la ateu, figure rezultă un emblématique inventar al tuturor impasurilor în care ne putem afla în viață. Chiar David reprezintă figura emblematică du Messie, le roi David. Eh bien, dans son humanité, quand même, pour avoir Bethsabée, il ne manque pas d'envoyer chiar nu ca să o aibă pe au Betsabe, casse-pipe nu un de se ses généraux. griește să-și trimite Vous voyez, la moarte unul c'est dintre ça. generali. Il y a une espèce de anthropologie lucide dans le texte fondateur qui est quelque chose qui n'a rien à faire avec l'idéalisation. Care nu are nimic de a face cu idealizarea. Et je trouve, bon, c'est un moment où moi je lui parle à titre individuel, personnel, je trouve que c'est très émouvant que le récit de la révélation, en même temps, est le récit de la lucidité sur la condition humaine. Et que c'est ça l'enjeu éthique le plus magnifique. C'est l'enjeu éthique le plus magnifique qui est intrinsèquement dans le texte, c'est que c'est en partant des réalités de l'humaine condition que les hommes sont appelés à s'élever au-dessus d'elles. Mais pas en imaginant que la condition humaine elle est idéale, elle est magnifique, etc. Mais au contraire, on part de la misère humaine. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a les styles littéraires de la tradition juive. Que ce soit les proverbes, le style midrashique dont Armand Abécassit est un grand maître d'enseignement, les Agadotes, les récits racidiques, c'est-à-dire une forme stylistique qui est faite de petits récits qui ont une valeur édifiante en même temps. Et ce style-là, il est très important comme patrimoine, comme arrière-fond aussi. Alors, il s'ajoute d'autres choses que je vais vous dire tout à l'heure, mais ça, c'est un deuxième point. Dans la matrice de l'humour juif, il y a le récit biblique tel qu'il se donne, il y a une stylistique qui est particulière, il y a aussi la conception juive de la lecture et de la signification des textes. Vous savez ce qu'on appelle le pardes. Il nous a parlé de pardes, Armand. Bon, d'accord. Alors si c'est déjà fait, je vous rappelle simplement le pshat, le remesh, le drash, le sod, hein, tous ces différents niveaux de lecture qui font que quand on aborde un texte, on l'entend spontanément dans la cognitivité juive, on ne s'arrête pas à la seule littéralité d'un texte. Donc il y a une familiarité intrinsèque. Ça, c'est le... Je ne vais pas développer puisque ça a déjà été fait. Troisième point, il y a les enjeux éthiques. Les enjeux éthiques qui bornent le rire juif. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais dans la tradition gréco-latine, le rire est toujours un rire de raillerie, de moquerie d'autrui. Je redonnerai des exemples. Peut être méchant ou peut être pas
juste moqueur, mais néanmoins c'est toujours adressé, agressé, c'est toujours une agression vers autrui. L'agression peut être amicale, genre une petite bourrade entre copains, ou elle peut être méchante et meurtrière, mais c'est toujours agressif. Dans la tradition juive, comme il est dit dans le traité talmudique Baba Metzia, faire blêmir de honte son prochain en public équivaut à verser son sang. Al face să pălească de rușine pe aproapele tău într-o adunare publică e tot una ca și a-i vărsa sângele, al răni. Ou bien Simon Bar Yochai qui disait précipite-toi dans une fournaise ardente Sau un alt înțelept care spunea aruncă-te într-un cuptor aprins plutôt que de faire honte à ton prochain en public. Decât să-l faci de rușine pe aproapele tău în public. Ou Rav Abba Arifa qui disait l'arrogance est l'équivalence de tous les péchés. Sau altul care spunea aroganța este echivalentul tuturor păcatelor. Vous voyez ces balises-là éthiques, Aceste balize etice, jaloane etice, elles font barrage à un type de rire. Fac obstacol, împiedică un anumit tip de mais elles ne font pas barrage au rire. Dar nu împiedică râsul. C'est pas la même chose. Elles font pas barrage au rire, mais elles font barrage à un type de rire. D'où le fait que, au lieu de viser le ridicule chez l'autre, c'est plutôt l'autodérision qui est sollicitée. Et ça rentre en résonance avec les autres points que j'ai soulevés précédemment. Maintenant, historiquement, les sources documentaires de l'humour juif nous renvoient les plus anciennes à un grand poète séfarade. Ça fait toujours plaisir rarement quand je dis séfarade, surtout quand ça vient d'un ashkénaze comme moi. Ce poète séfarade du XIIe siècle s'appelait Yehuda al-Harizi. Yehuda al-Harizi, qui est le traducteur de l'arabe en hébreu du guide des égarés. Donc c'est pas non plus, c'est un grand lettré. Et Yehuda al-Harizi écrit le Sefer Tarkemoni, le livre de la sagesse, qui a comme l'éloge de la folie d'Erasme plus tard, évidemment, dans ce cas-là, pas du tout un livre de la sagesse. Mais c'est un livre dans lequel, reprenant un style de son monde environnant, qui est un style arabe, qu'on appelle les makamat. Les makamat, ce sont des petits dialogues qui mélangent versification et prose, et qui en général mettent en scène donc deux personnages. Et reprenant ce style, qui est un style qui lui est contemporain, il va mettre en scène d'abord il va mettre en scène des personnages qui vont exister jusqu'à aujourd'hui dans la tradition du rire juif, en particulier le schnorrer dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le mendiant. Dès le XIIe siècle, on voit des mendiants qui ont un culot vis-à-vis des riches de leur temps. Et qui considèrent qu'il a raison. D'ailleurs, Walter Benjamin lui-même, au XXe siècle, a fait quelques pages très jolies sur le rôle du mendiant dans la métaphysique éthique et dans l'éthique. Comme s'il avait un rôle social de rappeler à l'autre l'obligation de charité. Comme s'il était l'incarnation de « ne crois pas que tout est acquis une fois pour toutes ». Et pense à redistribuer. Bon, eh bien, ce personnage-là, il apparaît déjà chez Yehuda al-Harizi dans le Sefer Tarkemoni,
Et le deuxième personnage, et on le retrouve jusque maintenant, hein, dans les blagues, dans les histoires de l'humour. Et le deuxième, c'est la mauvaise affaire dans un mariage arrangé. Bon, vous savez, aujourd'hui c'est plus comme ça, mais autrefois les mariages, il y avait des marieurs, ça s'arrangeait, ça se négociait. Donc il y a des histoires jusqu'à aujourd'hui. Je vous en raconterai quelques-unes, mais il y a des histoires jusqu'à aujourd'hui de ces mauvaises affaires dans les mariages arrangés. Et donc déjà on trouve ça. Et puis la deuxième chose qui est la caractéristique du Sefer Tarkemoni, c'est que on voit apparaître une espèce d'autodérision du texte juif. Du texte canonique. Par exemple, du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, vous savez, la belle qui a des seins comme des fans. Vous connaissez ça. Bon, eh bien, elle devient une mocheté épouvantable, acariâtre. Bon, voilà. Donc, il parodie, c'est une espèce d'auto-parodie. Une auto-parodie. Ça, c'est les sources les plus anciennes qu'on trouve de cette autodérision. Et le relais sera pris un siècle plus tard dans le monde ashkénaze à l'occasion des fêtes de Purim, les Purim Spiel, qu'on pourrait avec facilité assimiler au carnaval. Mais vous savez quand même que la fête de Purim, c'est une fête qui est assez particulière, puisque on fête l'histoire d'Esther, le rouleau d'Esther, et il y a une particularité dans le rouleau d'Esther, c'est un des récits canoniques où Dieu n'apparaît pas et où les hommes se débrouillent tout seuls. Et ils se débrouillent tout seuls pour se tirer du mauvais pas, de la méchanceté et de la jalousie. Bon. Et le rôle d'une femme est très important dans cette histoire. Vous voyez tout? Il y a vraiment beaucoup de choses très fortes dans le récit d'Esther. Bon, et les Purim Spiel, donc la fête des sorts, la fête de renversement, la fête des retournements, à la dernière minute il y a un retournement de situation, et bien cette fête-là est l'occasion, la fête de Purim, est une occasion de jeu théâtral dans les familles juives dès le 12e, 13e siècle. Et ce que aura fait un siècle plus tôt Yehuda al-Harizi, c'est-à-dire par exemple l'autoparodie du Shir HaShirim, va s'étendre à l'ensemble des textes bibliques et des épisodes bibliques. Această parodiere a textelor biblice pe care cu un secol înainte o făcuse autorul citat se va extinde acum tuturor cărților biblice. Des parodies de l'histoire de Joseph et ses frères, parodies de Jacob et Ésaü, enfin tous les récits possibles sont l'objet aussi de parodies et de bons mots. Parce que c'est aussi la période où le yiddish devient la langue générique, vernaculaire des Juifs d'Europe. Et ce qui probablement expliquerait que la langue yiddish est une langue si imagée, si vivante et si truculente. Voilà, donc, et à partir des Purim Spiel qui sont des inventions à l'intérieur des maisons, hein, les hommes se mettent des masques, mais ces masques-là ne les masquent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sait toujours qui est derrière le masque. Voilà, donc il y a une espèce d'autodérision et d'autoparodie générale et des travers de la vie qui évidemment génère la joie
de ceux qui les font et de ceux qui en sont les spectateurs et les auditeurs. Et beaucoup des choses qui se inventent là vont finalement être reprises par des troupes de théâtre ambulants și multe din aceste jocuri vor fi după aceea reluate de trupe ambulante de teatru qui feront de des bons mots, des petites trouvailles, qui en feront des scénettes de théâtre care plecând de la poartă vor face scenete de teatru pour des fêtes, pour des mariages, pour tout ce qui est de l'ordre du festif. Deci tot ce ține de ideea de festiv, pentru căsătorii sau alte tipuri de sărbători. Jusqu'à ce que au contact du monde environnant de l'Europe, ce sont d'authentiques troupes de théâtre qui se créeront. Et au XIXe siècle, en particulier en Roumanie, un théâtre yiddish très important va se créer. Pour la Roumanie, la Bessarabie, etc. Il y a un théâtre yiddish très riche qui se crée au XIXe siècle. Et quand, sous l'effet des pogroms, des grands mouvements de migration des populations juives vont aller vers l'Europe occidentale, la France, l'Angleterre, et puis au-delà de l'Europe occidentale, vers les États-Unis, dans l'Amérique du Nord, évidemment, ils vont emporter avec eux, ces troupes de théâtre vont emporter avec eux la tradition qu'ils avaient. Ce qui fait que à New York, en 1910, il y avait une vingtaine de théâtres yiddish dans le Down Manhattan, dans le bas de Manhattan. Et là, mélangeant des scénettes, de la musique, des chansons, des blagues, des acrobaties, etc., va se construire et se transmettre et être découvert par les populations environnantes qui ne le connaissaient pas, cet humour-là spécifique des Juifs qui était inconnu des gens qui n'avaient pas accès à cet univers. Alors, par exemple, nous avons un grand écrivain anglais juif qui s'appelait Israël Zangwill, qui à la fin du XIXe siècle va romancer un certain nombre de ces histoires. Il va les transformer non plus comme des petites scénettes, mais il va les transformer en des romans, comme le roi des Schnorrer, par exemple. Il va faire une revue en Angleterre d'humour. Et de la même façon, aux États-Unis, il y aura le même phénomène. On aura par exemple un homme qui s'appelle Perelman, qui va être une des figures du New Yorker, qui est la grande revue intellectuelle et littéraire de New York, qui continue à être une revue comme telle aujourd'hui, le New Yorker. Et c'est le lieu, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est le lieu où vont se rencontrer, à la fois en Angleterre, mais à la fois aux États-Unis, vont se rencontrer les deux types d'humour, l'humour juif et l'humour anglo-saxon, et se composer l'un avec l'autre, et se croiser. Un grand auteur de l'humour juif, qui est un grand romancier aussi, de la tradition yiddish, c'est Sholem Aleichem. Nous ne sommes pas de la même famille, mais on a le même nom. Parce que son vrai nom, à Sholem Aleichem, c'est Rabinovich. Je suis content de raconter des bêtises comme ça. Et Sholem Aleichem, grand auteur, arrive aux États-Unis et il va rencontrer le plus grand des écrivains de son temps, d'humour anglo-saxon, Mark Twain.
Deci ajunge în Statele Unite și îl întâlnește pe cel mai mare scriitor umorist anglosaxon, Mark Twain. Et dans le milieu juif, on disait de Sholem Aleichem qu'il était le Mark Twain juif. Iar în mediile evreiești se spunea că Shalom Aleichem este Mark Twainul evreilor. Ils se rencontrent tous les deux de leur vivant. Deci amândoi se Sholem Aleichem et întâlnesc. Mark Twain. Et Mark Twain, qui était un homme de qualité et d'élégance, Iar Mark Twain, care este un om elegant, de qualitate, serre la main de Sholem Aleichem, c'est une anecdote authentique, et lui dit « Je suis le Sholem Aleichem américain ». îi strânge mâna și spune: eu sunt Shalom Aleichem american. Voilà. Că celălalt era numit Mark Twain. Nous retrouvons ça aussi avec moins d'importance, mais néanmoins avec pas moins de talent, chez un auteur de théâtre juif français qui s'appelle Tristan Bernard. Același lucru îl întâlnim la un autor francez dramatic, Tristan Bernard, de origine evreiască. Qui est un auteur de théâtre et qui sera à la fois un auteur plein de bons mots et plein de lucidité sur la condition humaine, dans la tradition que j'évoquais, et qui par ailleurs sera un des grands inventeurs des mots croisés et des définitions extrêmement raffinées pour les mots croisés. C'est un grand cruciverbiste. Și a definițiilor speciale pentru cuvintele încrucișate. Tristan Bernard, qui disait la chose suivante, il disait, Tristan Bernard spunea, Sacha Guitry, qui était un auteur de théâtre aussi, français, lui dit au moment des lois anti-juives de Vichy, care este un mare om de teatru, în momentul legilor anti-evreiești adoptate de Vichy, îi spune: cher ami, vous avez besoin de quelque chose? Dragă prietene, ai nevoie de ceva? Tristan Bernard royal lui dit un cache-nez. Tristan Bernard, așa majestos, îi răspunde: am nevoie de ceva care să-mi acopăr fularul pe care iarna îl pui în dreptul nasului. Cache-nez. Acopăr fața. Et bon, etc., etc. Il y a plein de bons mots de Tristan Bernard. Et par la suite, toujours dans ce développement, à partir de Perelman et à partir du théâtre yiddish qui a migré aux États-Unis, on verra deux choses se profiler, se distinguer. C'est d'une part Broadway. Toutes les comédies musicales de Broadway sont des fruits. Sont des fruits du théâtre yiddish de Bar Manhattan. Et par ailleurs, on verra arriver dans les modalités de l'expressivité narrative du XXe siècle des auteurs dans le cinéma. Bon, par exemple, vous avez les Marx Brothers, dont on ne fait pas toujours attention, mais le dialoguiste est très souvent, pas exclusivement, mais le Perelman dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un Perelman qui était un des grands chroniqueurs du New Yorker et qui était le dialoguiste des films de Marx Brothers et qui est le maître de Woody Allen. Woody Allen dit: je n'ai qu'un seul maître, c'est Perelman. Donc vous voyez les fils de transmission de génération, comment ça se fait, comment ça se poursuit, etc. Alors vous avez aussi Jerry Lewis, vous avez Mel Brooks, vous avez Woody Allen que je viens évoquer, etc. Dans la littérature, vous avez des romans de Saul Bellow, de Philippe Roth, de Shapiro, etc., etc., etc. Et à la télévision, on trouve la même chose avec Seinfeld, avec Friends, avec Curb Your Enthusiasm. Curb Your Enthusiasm. C'est un dérivé, c'est un spin-off, on dit, de Seinfeld. Voilà. Et vous avez également, par exemple, plus simplement, plus genre novella, mais néanmoins
totalement habité par cet humour-là. Vous avez The Nanny, par exemple. The Nanny. Ah, Nanny, avec des petits clins d'œil comme ça. Par exemple, il y en a un très joli, c'est dans The Nanny, ceux qui ont vu cette série, il y a la mère qui passe sa vie à manger partout, et puis il y a la grand-mère qui n'a pas renoncé à pouvoir éventuellement trouver un homme, malgré son grand âge. Et dans un des épisodes, apparaît en personne Ray Charles. Et comme Ray Charles, vous savez, il est aveugle, la grand-mère, elle essaye de se faire passer pour une bonne affaire. Et à la fin de l'épisode, vous savez, c'est des petits épisodes, hein, c'est-à-dire moins d'une demi-heure, à la fin de l'épisode, elle est à côté de Ray Charles qui est au piano, et Ray Charles, en direct hein, quand même, Ray Charles, pour lui faire comprendre qu'en fait il sait bien qui elle est, malgré qu'il est aveugle. Ea la sfârșitul episodului se află lângă Ray Charles, care cântă la pian și care vrea să o facă să înțeleagă că, deși este orb, el a înțeles bine cine, știe bine cine este ea. Il lui joue à Yiddish Mame. Voilà. Donc c'est plein de petits clins d'œil comme ça avec le personnage de The Nanny qui est... bon, vous voyez, donc ça se répand, ça se dilue un peu, ça se trivialise. Hein, mais néanmoins, c'est toujours cet aspect-là, donc d'autodérision et d'introspection un peu phénoménologique. D'une certaine façon, donc, on pourrait dire que l'humour juif, c'est le premier temps de mon exposé, d'une certaine façon, on pourrait dire que l'humour juif, il est à la fois profane, en même temps, il est adossé à tout le corpus, dans toutes ces dimensions de la spiritualité juive. Donc d'une certaine façon, tout en étant profane, il condense en lui l'intégralité du judaïsme. Et ses positions existentielles premières. Et si vous voulez, par l'humour juif, on pourrait, c'est un des moyens par lequel on peut aller vers le fait que le judaïsme ne peut pas se définir seulement comme une religion ou comme une culture ou comme... mais comme une civilisation. Et donc, c'est un des bons exemples pour témoigner de ce que Max Weber pressentait, ou de ce qu'un grand sociologue post-weberien israélien comme Shmuel Noah Eisenstadt avait postulé. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas qu'une religion, c'est plus qu'une religion, c'est une civilisation. Voilà, et qu'on a du mal à l'imaginer parce qu'en général, quand on pense civilisation, on pense grands espaces et on pense grande masse humaine. Mais en fait, une civilisation, c'est pas seulement... Voilà. Bon, voilà. Donc, ça c'est un moyen. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, comme je vous ai dit qu'il y avait des réadaptations selon les périodes, les époques, mais aussi à travers ces personnages, ça change. C'est-à-dire que s'il y a des constantes, les situations environnementales bougent. Aussi bien la mauvaise affaire dans un mariage, dans le Stelt ou dans le Mela, ne peut plus être la même chose quand on est en Amérique.
nu poate fi același lucru ou în quand on America est en Israël. sau în Israel. Donc, mais c'est toujours la même matrice, le Dar même matrița e pattern, aceeași, mais qui se raconte et qui se redéfinit et à chaque fois dans une nouvelle période. într-o altă perioadă, într-un alt context. Donc, la mauvaise affaire dans un mariage arrangé, par exemple, vous avez cet homme ce marieur qui va voir un jeune homme et puis qui lui dit Deci aveți un j'ai petitor une care bonne merge affaire la pour toi, une famille un tânăr riche et bien, și toi tu es spune, am o étudiant, afacere tu bună veux étudier à la pentru yeshiva, tine, pendant que tu o étudies à la familie yeshiva, tu ne peux bogată, pas vei gagner putea bien ta vie, studia, c'est un bon o să mariage, il y a câștigi une bine bonne dot, viața, etc. ai o zestire Alors il lui bună montre la și fiancée. arată viitoarea logodnică. Ah, la fiancée, le jeune homme, il la regarde. Tânărul se uită, Elle n'a pas de cheveux. n-are păr, Et puis il regarde encore, puis, mais elle est borgne. dar e și chioară. Et puis elle est bossue. Et puis il Ben, commence à il les énumérer comme ça, puis il lui parle à l'oreille. Et à un moment donné, le marieur, il en a assez, il dit parle comme tu veux, elle est sourde aussi. Spune toate astea la ureche și atunci viitorul ginere îi spune pețitorul, poți să vorbești cât de tare vrei, că e și surdă. Bon, vous voyez. Et bien cette mauvaise affaire, en Amérique, ça prend une autre dimension. Deci în America această afacere proastă va căpăta o altă dimensiune. Ça s'appelle la Jewish American Princess. Prințesa americană evreică, La jeune fille gâtée par son père. Tânăra răsfățată de tată. Vous savez comment on drague, vous comprenez le drague? Comment on drague une Jewish American princess? Știți cum o agăți pe o astfel de prințesă evreică americană? On se cache dans un buisson. Te ascunzi într-un tufiș. Et on imite le cri du manteau de fourrure. Imiți strigătul paltonului de blană. Bon, voilà. Ou alors vous avez et alors évidemment les histoires ne manquent pas. À chaque fois, à partir d'un, c'est chacun rivalise parce que c'est toujours de la tradition orale. Donc, chacun dans son petit génie personnel, il a la capacité non seulement d'inventer des nouvelles, toujours à partir de la même matrice, mais aussi de la raconter à sa façon. C'est-à-dire que il n'y a pas de propriété littéraire sur l'humour juif. C'est l'art du moment. C'est comme un kairos dans la tradition grecque. C'est l'art du moment de le dire. Quand on le dit, ça vient de façon opportune et ça vient. C'est plus que ça parce que même dans la tradition juive, on disait que les grands maîtres du Talmud, ça je me réfère à Armand, avant de commencer une leçon, ils avaient toujours un bon mot ou un truc comme ça pour éveiller l'esprit. Pour à la fois saisir l'attention et en même temps ouvrir la tête. Et à partir de là, on pouvait commencer à travailler sur le Talmud. Donc, bon. Donc voilà le type de... Alors, ça, je vous ai parlé donc, sur la Jewish American Princess. Je peux vous raconter encore une histoire. Par exemple, c'est un père, sa fille lui a demandé... il faut connaître le contexte. Sa fille lui a demandé de lui acheter une Barbie. Vous savez ce que c'est une Barbie? Oui. Et donc le papa, gentil avec sa fille, voulant lui faire plaisir, il va dans le grand magasin de jouets de Manhattan, chez Schwartz, et il demande à une vendeuse, je voudrais une Barbie pour ma fille. Et la vendeuse, elle lui fait elle est commerçante, c'est normal. Donc elle lui dit, on a plein de sortes de Barbie. On a Barbie infirmière, $19. On a Barbie qui va au ski, $19. On a Barbie institutrice, $19. Barbie fermière, $19. Alors, le père qui veut gâter sa fille, il dit, vous n'avez pas quelque chose d'un peu plus, etc. Ah oui, on a aussi Barbie... Barbie Jap divorcée. Deci o avem și pe Barbie divorțată. $350. $350. $350, dit le papa, mais pourquoi? Dar de ce?
Et elle dit offusquée, la vendeuse. Iar Oui, mais vânzătoarea răspunde ofensivă. avec, il y a le bateau de Ken, il y a la maison de Ken, il y a la voiture de Ken. Dar pentru că îți aveau că Vous voyez, barca, Ken, c'est le pendant mașina, masculin. deci Ouais. tot ce a primit la divorț. Da. Et quand on est en Israël, ça change, ça În devient... Israel se schimbă lucrurile. Ce n'est plus la diap, mais c'est la juive d'origine polonaise. E vorba de evreica de origine poloneză. Et comme type alors, voilà, vous avez Moshe qui le matin se promène, on voit à Tel Aviv,